Lorsqu'un internaute recherche son nom dans Google ou un autre moteur de recherche, il peut avoir la mauvaise surprise de voir remonter des informations qu'il souhaiterait voir définitivement oubliées. Eh bien, depuis mai 2014, il a le droit de demander la suppression de ces informations sous certaines conditions. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a tranché. Et depuis, Google a mis en place un formulaire de demande de suppression et a reçu des dizaines de milliers de demandes. Alors, est-ce enfin la reconnaissance du droit à l'oubli numérique? Eh bien, pour en parler, je reçois Étienne Drouard, associé du cabinet Canel Gates, il est avocat également, président de la commission enjeux réglementaires du GEST, l'organisation qui fédère les éditeurs de contenu et services en ligne. Bonjour Étienne Drouard. Bonjour. Alors, première interrogation, est-ce que cette décision de la Cour européenne de justice, elle résout ce problème de droit à l'oubli numérique? Est-ce qu'au moins, elle peut être considérée comme une décision à l'avantage de l'internaute, puisque on a le sentiment qu'elle renforce quand même le respect de la vie privée? Elle est à l'avantage des internautes, elle est un point de départ d'une consolidation, d'une vraie création d'un droit à l'oubli. Juste avant cette décision, nous avions depuis 25 ans, 30 ans, dans les règles de protection de la vie privée, un droit de suppression. Les personnes pouvaient demander, à condition de justifier d'un motif légitime, la suppression des informations qui les concernent, contenues dans des fichiers. C'est la loi informatique et liberté de 78 en fait. Exactement. En France depuis 1978, dans l'Union européenne depuis 1995, ce droit d'accéder à des informations qui vous concernent, en avoir une copie, en demander la suppression si cette demande est légitime, si elle ne contrevient pas aux droits de quelqu'un d'autre, existait. Désormais, le vocabulaire est différent. Et puis le périmètre de ce droit d'accès et de suppression vient de changer avec cette décision de la Cour de justice. On se demande quand même si cette décision elle n'est pas contradictoire avec un autre principe, celui de la neutralité du net qui garantit la neutralité du traitement des flux de données, quel que soit le tuyau en quelque sorte qui les amène. C'est vrai, deux libertés s'affrontent dans cette décision et puis deux supports de diffusion de l'information. Les deux libertés sont celles de l'information du public et le droit de la presse par rapport au droit à la vie privée, et deux supports, la communication électronique, qui désormais doit être enfermée dans une durée dans le temps, une pertinence en fonction de le temps qui sépare un événement et l'oubli légitime qu'on devrait avoir à l'égard du public. Et cette durée, on est en train de l'exiger à l'égard des supports de communication électronique, alors qu'évidemment, on n'a jamais déchiré les pages papier des archives d'un journal. Alors, quelles sont les conséquences que vont avoir l'interprétation de ce fait par la Cour européenne de justice? Première conséquence qui est la plus importante, mais qui peut n'intéresser que des techniciens au départ, c'est la loi applicable de protection des données. Sort-elle des frontières de l'Union européenne pour aller toucher, par exemple, Google, moteur de recherche basé aux États-Unis? Réponse de la Cour de justice, oui. Par un motif qui est fragile, très très fragile, mais qui était nécessaire pour qu'ensuite on ait une réponse de fond sur l'existence ou non du droit à l'oubli. Deuxième élément sur ce droit à l'oubli, en même temps qu'on a satisfait la demande d'un plaignant espagnol qui voulait qu'on corrige une information qui n'était plus à jour. C'est l'origine de l'affaire. C'est l'origine de l'affaire. À 98. Ce monsieur avait des dettes sociales, il les avait effacées, il y avait encore des articles sur Internet qui faisaient état du fait qu'il avait des dettes sociales, et il demande au moteur de recherche de faire oublier l'indexation des pages qui parlaient de cette dette. Donc cette décision est favorable peut-être aux internautes du monde entier, sauf celui-là, puisqu'on va se souvenir pour toujours qu'il avait eu des dettes sociales. Quels impacts juridiques potentiels sur l'activité des éditeurs numériques? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque d'autocensure? On se dit on ne va pas publier cet article puisque la personne concernée risque de demander que ce soit déréférencé avec des conséquences derrière sur l'audience. Il y a un risque d'autocensure, c'est certain. Risque qui était jusqu'à présent pris par les éditeurs de services et de contenus en ligne qui ont la culture du droit de la presse, la culture du droit à l'information du public et qui évaluaient, lorsque les personnes s'adressaient à eux, la légitimité de leur demande pour une information qui n'a plus d'intérêt pour le public et qui peut aboutir à une désindexation par l'éditeur sur ces supports. La principale conséquence pour les éditeurs, c'est qu'ils ne sont plus décisionnaires. Des pages pourront disparaître de toute visibilité alors qu'ils les éditent encore parce que le moteur de recherche, lui, aura satisfait une demande de droit à l'oubli.
Mais tout cela va dépendre évidemment de la réponse à Google à chaque fois qu'ils ont une demande. Justement, là encore, interrogation, Google est spécialisé dans le traitement automatique de données. Là, ils ont reçu en un mois 70 000 demandes. Est-ce qu'ils sont habilités vraiment à répondre au cas par cas, avec des responsables qui doivent être formés juridiquement et techniquement, à toutes ces demandes qui affluent? Non seulement ça va nécessiter des moyens d'analyse énormes, puisque là on n'est pas dans l'automatique, on est dans le droit, on est dans le subjectif, on est dans On n'est des pas dans le pièces. cœur de métier de Google. Exactement. Mais en plus, ce juge suprême qu'est la Cour de justice de l'Union européenne met entre les mains d'un acteur privé la manière de juger, en lui imposant de réfléchir à la désindexation, de l'analyser, et si finalement Google refuse l'exercice d'un droit à l'oubli, alors les personnes peuvent se retourner derrière une juridiction normale, soit un juge judiciaire, soit une autorité administrative, telle que la CNIL en France, un régulateur de la vie privée. Donc en se prononçant si fort sur le droit à l'oubli, la Cour de justice dépossède les juridictions du premier niveau d'analyse, puisqu'elle remet ça entre les mains d'un acteur privé. C'est un premier paradoxe. Le deuxième, c'est qu'on a ouvert très vite un formulaire pour que les gens formulent des demandes de droit à l'oubli. Mais le moment et le temps de l'analyse, Google ne pouvait pas s'y engager, évidemment. Il se trouve qu'en venant à votre studio, je lisais la première information d'une première demande qui a été satisfaite, un ancien cadre dirigeant de Merrill Lynch, qui pourra faire supprimer des contenus qui le concernent de l'époque où Merrill Lynch a été en difficulté financière. Et on voit bien que ce n'est pas le droit à l'oubli de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est tout l'enjeu de savoir si des personnes vont vouloir faire oublier des casseroles ou si ça va être le droit à l'oubli légitime de Monsieur Tout-le-Monde. Pour des entreprises qui pourront s'en servir ensuite pour canaliser leur communication en quelque sorte. Je ne préjuge pas de ce que sera l'avenir, mais la première personne dont on parle, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Dernière question, vous l'avez dit, le délai il était très très court, 15 jours entre la décision de la Cour européenne de justice et la mise en place du formulaire. On est un petit peu étonné, Google d'habitude traîne des pieds face à ces décisions de justice. Comment expliquer? Est-ce que finalement Google y trouve un avantage? Je pense qu'il y a eu une volonté par rapport à un chaos juridique, un chaos technique de Google sur la loi européenne vous êtes applicable parce qu'on a décidé qu'elle l'était alors que vous êtes aux États-Unis, ce qui est un premier gros enjeu. Ils ont décidé de réagir peut-être en mettant au défi les institutions communautaires. Oui, nous allons mettre un formulaire en ligne. Nous le mettrons en ligne que pour les Européens et nous allons le juger en droit international. Nous allons le juger en droit Google du droit à l'information. Il y a un droit Google qui est en train de se mettre en place. Et oui, puisque cet acteur est mondial et que c'est la culture européenne de la vie privée qui s'est exprimée à l'égard de Google. Alors il va y avoir un droit Google à national du droit à l'oubli. Alors pour le moment, il n'y a que Google, mais on pourrait imaginer que cela arrive sur les autres moteurs de recherche. Donc on va avoir des droits différents selon les moteurs de recherche qui vont apparaître? En premier recours, oui, c'est-à-dire le recours que les personnes vont utiliser. Gratuit, disponible, avec une rapidité de traitement peut-être meilleure que celle d'une cour ou d'une autorité administrative. Donc la première juridiction du droit à l'oubli, ça va être cet acteur ou ces acteurs privés qui vont être saisis de ces milliers de demandes, dont les premières, manifestement, ne concernent pas des personnes hors de tout soupçon ou qui n'avaient jamais eu de démêlés avec la presse. Eh bien, Étienne Drouhard, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet K&L Gates et puis président de la commission juridique enjeux réglementaires au GEST. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous.